parole et ah, voilà. À vous. Ok, merci Cécile et bonsoir à toutes et à tous. La question d'aujourd'hui, euh, voilà, ça y est. C'est une question finalement, à quoi sert l'école ou à quoi devrait-elle servir, qui est une question rarement posée et rarement débattue. La plupart du temps, quand il est question d'enseignement, c'est une question qui est sautée, qui est quasiment systématiquement zappée, pour employer un terme plus actuel, comme si la chose devait aller de soi. Et pour illustrer ce fait-là, je suis allé jeter un petit coup d'œil dans l'offre de formation initiale et dans l'offre de formation continuée des enseignants chez nous. Et c'est très révélateur. La question est finalement relativement peu traitée, sauf erreur de notre part. En formation initiale, on pourrait peut-être l'aborder dans un cours. Là, j'ai été voir la formation des AESI en français dans l'enseignement communal liégeois. On pourrait peut-être le trouver donc dans un cours qui s'intitule Identité de l'enseignant, 12 heures. Peut-être en deuxième année dans Ouverture de l'école sur l'extérieur, peut-être aussi dans Déontologie de la formation, peut-être. Et en troisième année, donc là où on a affaire à des étudiants qui sont quasiment de plein pied dans le métier, on parle de sociologie et de politique de l'éducation. Donc là, apparemment, on a une porte intéressante, un cours de 24 heures. Peut-être dans l'étude critique des grands courants pédagogiques, mais ce n'est pas certain. Et peut-être encore dans la question de la neutralité, qui dispose aussi d'une vingtaine d'heures de cours. Mais c'est tout, c'est tout. Hein. Et bien entendu, ces cours n'ont pas pour seule vocation que de traiter cette question du sens de l'école et du rapport qu'elle entretient avec la société qui l'organise. Voilà. Et si on va voir dans la formation continuée, je suis allé consulter le catalogue de l'année en cours de l'IFC, donc l'Institut de la formation continue. Alors, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de formation centrée sur cette question-là. Peut-être au hasard de quelques ateliers sur le métier, mais on est toujours dans des approches profil de métier, fonctions spécifiques de prof d'atelier ou de professeur de ceci ou de cela. Peut-être au hasard de formations sur la motivation des élèves, sur le décrochage, l'accrochage des élèves, mais je pense à lire un petit peu les programmes que la plupart du temps, les questions sont abordées sous un angle psychologique, hein, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper du climat de la classe, de l'estime de soi, etc., etc. Et donc certainement pas du rapport qu'il pourrait y avoir entre la motivation des élèves, l'accrochage des élèves et leur vécu social et ce que l'école peut offrir par rapport à cela comme questionnement. Et bien entendu, on ne peut pas dire que dans la formation continuée, les questions de société sont absentes. Il y a effectivement des ateliers centrés sur les questions d'environnement, sur les questions de migration, sur le sexisme, etc. Mais c'est toujours dans l'approche comment sensibiliser les élèves à, comment éduquer à. Ce n'est jamais la question n'est jamais posée dans le sens de qu'est-ce qu'on vise à travers l'école comme type de société, et qu'est-ce qu'on veut préparer, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une question trop rarement abordée. Et évidemment, notre hypothèse, c'est que cette question soit débattue. Quelle société est-ce qu'on veut? Quelle éducation pour y parvenir? Quel système? Quels enjeux prioritaires? Quelle formation pour les personnels? Donc, toute cette chaîne de questions-là, selon nous, n'intéresse pas les pouvoirs économiques et politiques qui organisent l'enseignement.
sans doute parce qu'ils n'auraient rien à y gagner et beaucoup à y perdre. Et d'ailleurs, dernier indice, je pense qu'on peut dire que le politique a mis un petit peu la question au frigo en 1997 en écrivant le décret mission, avec 4 objectifs au vernis, certes humanistes, puisqu'on parle du développement personnel de l'enfant, puisqu'on parle de son insertion sociale, puisqu'on parle de citoyenneté responsable, etc., etc. Mais des objectifs qui sont très contradictoires les uns par rapport aux autres et qui ne sont pas hiérarchisés, bien entendu. Donc, quelque part, on met le tout dans un décret mission sans le moindre arbitrage et puis alors débrouillez-vous et finalement sur le terrain, bien entendu, ce sont les réalités structurelles qui vont trancher ces questions-là. Donc je pense vraiment que la question du sens de l'école, pourquoi organise-t-on l'école et à quoi doit-elle servir, cette question est effectivement très politique, elle est également très conflictuelle et les pouvoirs qui organisent l'enseignement cherchent par tous les moyens à faire en sorte qu'elle ne soit jamais trop débattue, bien entendu. Et c'est ce qui transparaît de l'histoire de la scolarisation des enfants du peuple, bien entendu. Et donc, vous nous permettrez de passer un petit peu cette histoire en revue pour bien comprendre un petit peu dans quelle réalité nous sommes. Voilà. Avant l'école, donc là, on est remonté à l'Homo sapiens. Voilà. On a une petite animation. Bien entendu, avant l'école, déjà au moment de donc déjà à la préhistoire, évidemment, l'humain a besoin de toute une série de connaissances pour vivre. Il a besoin de connaître son territoire, la géographie, il a besoin d'explorer, bien entendu, il doit connaître les animaux, la faune pour pouvoir la chasser, pour pouvoir se nourrir. Il doit également connaître les plantes pour se nourrir, mais également pour se soigner, connaître la météo pour prévoir un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent, connaître le cycle des saisons et toute une série de choses de ce genre. Il doit également étudier toute une série de techniques artisanales, les maîtriser pour la pêche, pour la chasse, pour l'habitat, se protéger et ainsi de suite. Donc, on voit que bien avant l'école, bien entendu, l'enseignement, l'apprentissage, l'éducation occupent une place très importante qui demande des années et des années d'apprentissage dans le lieu de vie et de socialisation de l'enfant, bien entendu. Va venir aussi plus tard, avec l'agriculture et l'élevage, une sédentarisation et les surplus que ça va générer vont être source, bien entendu, d'inégalités et on va voir apparaître différentes classes sociales, comme l'illustrent les reproductions ici, les images de tombes. Suite à cela, on va voir apparaître les premiers lieux d'éducation hors milieu de vie. Et l'enjeu, évidemment, à ce moment-là, de ces écoles pour les élites, c'est le savoir pour pouvoir diriger, c'est une formation classique. Je suppose que vous voyez bien. Dites-moi s'il y a le moins de soucis au niveau des animations. Le savoir, donc, le sens du savoir à ce moment-là, il s'agit bien entendu pour les classes supérieures de savoir pour diriger. La formation classique va servir à justifier la hiérarchie sociale
et on va aller vers un rapport social hiérarchisé au savoir, donc un rapport au savoir qui est lié à des classes sociales. Pour les enfants du peuple, avant l'école, on se forme essentiellement dans la grande famille rurale, ou bien l'enfant est envoyé chez un artisan, et le lieu de vie est à la fois le lieu de travail, le lieu de socialisation, d'éducation, le lieu de formation, et chose importante, parce qu'on y reviendra plus tard, la formation en question est souvent polytechnique, c'est-à-dire que le travailleur maîtrise l'ensemble du processus de production, que ce soit dans le monde agricole, dans les petites fabriques, chez les artisans, etc. Donc, il y a une maîtrise de toutes les étapes de fabrication et il y a une espèce de cohérence qui se fait grâce à cela. Va venir, voilà, la première révolution industrielle, où va s'imposer le machinisme, alors soit encore dans des petits ateliers, parfois même au domicile, soit, comme on le voit ici, dans des grandes fabriques, dans des usines, les premières grosses usines, bien entendu. Et là, on va avoir évidemment une division du travail qui intervient par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Et on peut parler alors de véritable aliénation du travailleur, puisqu'il doit vendre sa force de travail pour survivre. Mais ça, ce n'est pas tellement nouveau, mais surtout, il y a un véritable renversement qui se produit, c'est-à-dire que l'homme, le travailleur, devient l'auxiliaire de la machine et non plus l'inverse. Et puisqu'on découpe le travail en différentes étapes, on est aussi dans un travail abrutissant et dans un travail totalement déqualifié aussi. On reproduit le même geste à longueur de journée, les tâches sont divisées. Alors, bien entendu aussi, les ouvriers, les familles, etc., sont drainés vers de grandes fabriques, vers les villes également. Donc, on voit l'explosion de la grande famille rurale telle qu'elle était dominante précédemment. On voit les villes se développer anarchiquement. On voit une délinquance aussi qui se développe très, très fort. Et va arriver ce fameux slogan qu'on connaît, je crois qu'on attribue ça à Victor Hugo peut-être, cette idée d'ouvrir une école nous permet de fermer une prison. Donc voilà un petit schéma qui reprend un petit peu les idées de l'aliénation de l'ouvrier. Donc il vend sa force de travail pour survivre, il devient auxiliaire de la machine et son travail est déqualifié. Donc au XIXe siècle, parce que c'est, bon, ici la photo date du début du XXe, mais au XIXe siècle, on va voir s'organiser dans tous les pays industrialisés la scolarisation obligatoire de tous les enfants, y compris les enfants des classes populaires. Et on comprend bien que l'enjeu à ce moment-là est un enjeu de socialisation, pardon, ce qu'on illustrera très bien avec 2 ou 3 petites citations. Nous avons celle de... Ah, attendez, je suis allé un petit peu trop vite. Philippe, est-ce que tu pourrais essayer de... Oui. On ne voit pas toute ta dia, en fait. Ah, et comme ça? Voilà, parfait, comme ça. C'est mieux? Oui. Mais oui, moi non plus, je ne la voyais pas complètement. Voilà, ça y est. Donc Adolphe Thiers, qui est quand même le massacreur de la Commune de Paris, écrivait ceci en 1848, lire, écrire, compter, voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, cela est superflu. Il faut bien se garder surtout d'aborder à l'école les doctrines sociales qui doivent être imposées aux masses. Ça, c'est Adolphe Thiers en 1848. Saint Jules Ferry, un petit clin d'œil, bien entendu.
le héros, le fondateur de l'école de la République française, écrivait ceci: dans les écoles confessionnelles, donc les écoles catholiques essentiellement en France, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Et il parle de la République, bien entendu, qui a été rétablie après l'invasion des Allemands, etc. etc. On y exalte l'ancien régime et les anciennes structures sociales. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents. Par exemple, à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Donc, l'époque, la période dont parle Jules Ferry ici, c'est celle de la Commune de Paris, bien entendu, qui avait institué une école publique gratuite pour tous et éminemment progressiste, bien entendu. Donc, on voit aussi qu'il y a deux enjeux à cette époque-là, à la scolarisation obligatoire des enfants du peuple. C'est certainement, effectivement, l'enjeu de socialisation par rapport à l'espèce d'anarchie sociale créée par la révolution industrielle et ses conséquences sur les familles. Mais il y a aussi, bien entendu, la montée d'un mouvement ouvrier de plus en plus puissant, et de plus en plus préoccupant pour les classes moyennes et pour les classes dirigeantes. Et voilà, ce que va nous confirmer Léopold II, qui disait ceci dans son discours du trône en 1878: l'enseignement donné aux frais de l'État aura pour mission à tous les degrés d'inspirer aux jeunes générations l'amour et le respect des principes sur lesquels reposent nos libres institutions. Voilà, je pense là, avec ces trois citations-là, avoir montré combien, au moment où on a réellement étendu l'enseignement à l'ensemble des classes sociales, y compris les classes populaires, quels étaient les enjeux. Puis va venir la deuxième phase de la révolution industrielle avec l'apparition de l'électricité, de la chimie, etc., toute une série de développements plus pointus. Et à ce moment-là, évidemment, la main-d'œuvre industrielle va se dualiser en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir besoin dans les fabriques, dans les usines, de toute une série de gens qui sont de simples exécutants, des ouvriers sans la moindre qualification. Et puis, à côté de ça, une proportion de plus en plus importante d'ouvriers qualifiés et d'employés également. Donc, on va avoir un enseignement qui se scinde un petit peu en deux. Et tous ces progrès font apparaître, voilà, l'impérieuse nécessité de former, je dois une main-d'œuvre avertie à la hauteur de ces nouvelles tâches. L'industrie, désolé, non, c'est pas comme ça que je dois faire. Voilà, excusez-moi. L'industrie moderne requiert de la part des travailleurs un bagage de connaissances techniques et scientifiques de plus en plus étendu. Voilà. Et là, on est en 1930, on parle d'une proposition de loi sur l'enseignement technique. Donc, on va voir effectivement un enseignement technique se développer à côté de l'enseignement général. Et puis, on arrive aux 30 Glorieuses. Donc, ce sont ces 30 années de croissance discontinue de l'après-deuxième guerre mondiale, dans les années 45 jusqu'à fin des années 70, bien entendu, où on va voir l'enseignement se massifier.
Alors, on emploie, nous autres, le terme massifié, massification plutôt que démocratisation, parce qu'en fait, il y aura très peu de transferts sociaux, je vais dire, entre les enfants des classes populaires et les enfants des classes privilégiées. Les statuts sociaux et la hiérarchie va grosso modo rester identiques. Simplement, on va voir une massification dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur, justifiée par les nouvelles mutations technologiques, donc en sidérurgie, en chimie, en électronique, en imprimerie, entre autres, dans les secteurs des services qui se développent très fort aussi, les banques, l'enseignement, l'administration publique, etc., etc. Donc, le besoin de main-d'œuvre qualifiée augmente. Et donc, on va avoir un enseignement pour tous. On va prolonger notamment en Belgique l'enseignement, l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, donc avec des filières, enseignement général, enseignement qualifiant, enseignement en alternance. Avant cela, c'était ce qu'on appelait l'apprentissage, qui se mettent en place, mais en fait, très peu de démocratisation. Et puis alors, on arrive au tournant des années 80, où donc, on est dans cette période encore actuellement, donc c'est vraiment cette ouverture-là, où la libéralisation des marchés au niveau mondial, donc la mondialisation de l'économie, va faire que tous les pays vont voir la concurrence, la compétition économique s'exacerber, donc les uns par rapport aux autres, toutes les économies, tous les capitalistes se voient confrontés à une compétition de plus en plus tendue. Ce qui va inciter tous les États du monde à essayer d'attirer des capitaux et des investissements chez eux, en faisant comment? En faisant des cadeaux fiscaux aux entreprises, ce qui veut dire qu'on réduit l'assiette fiscale, donc on doit imposer des politiques d'austérité à tous les services publics, à tous les services sociaux et entre autres à l'enseignement. On voit également, là je dois aller très très vite, le marché du travail se repolariser complètement, c'est-à-dire que dans la nouvelle économie, on a besoin essentiellement en tout cas le type d'emploi qui va se développer le plus dans les années 2000, ce sont les emplois soit de très haut niveau, c'est-à-dire hautement qualifiés, des gens qui sont capables de s'adapter, de diriger, etc., soit des gens dont la formation peut se compléter sur le tas, hein, avec une formation de base vraiment élémentaire, et puis sur le tas. Et toutes les qualifications intermédiaires, par exemple, où les ouvriers qualifiés voient leur nombre d'emplois plutôt diminuer. Donc, on est dans cette configuration-là. Troisième chose, les progrès technologiques, les innovations technologiques vont tellement vite que le marché devient totalement imprévisible. Et donc, quand on met tout ça ensemble, c'est-à-dire que l'État veut faire des économies dans l'enseignement, le marché du travail se repolarise, avec moins besoin de gens de qualification intermédiaire. Et il faut faire face à des changements continuels de technologie. La configuration est telle que ce que les États estiment devoir faire, le problème c'est qu'ils font tous pareil au même moment et donc la concurrence s'exacerbe de toute façon, mais c'est d'offrir à tous non plus des savoirs de haut niveau, mais des compétences de base. Voilà, hein, ce qu'on appelle vraiment qu'on va retrouver chez nous, qui sont les 8 compétences de base. Et puis surtout, ce qui compte, c'est que ces futurs travailleurs soient prêts à apprendre tout au long de leur vie et qu'ils soient flexibles, qu'ils apprennent à s'adapter, qu'ils aient bien intégré l'idée que c'est le patron et l'évolution de l'entreprise qui compte et qu'on ne doit pas trop poser de questions par rapport à cela. Donc, on est entré dans cette logique-là, c'est ce qui explique la dérégulation, par exemple, du qualifiant, hein, où on voit apparaître les CPU, la généralisation, ou en tout cas l'extension des CFA,
des unités d'apprentissage, les UA, etc. Enfin, on dérégule tout ça très, très fort. Et voilà, et le recours systématique à l'approche par compétences, bien entendu. Voilà, j'en resterai là pour le moment. Je voulais juste synthétiser, oui, peut-être un petit Bill Gates pour finir, qui disait ceci, c'est tous n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. Ça, c'est une citation non pas de Bill Gates, pardon, mais de l'OCDE, parfaitement cynique, mais qui confirme donc les propos que je viens de tenir. Voilà. Donc, pour résumer, il y a une constante dans ce que je vous ai raconté un petit peu vite, hélas, c'est que de tout temps, l'école, elle a toujours été conçue finalement pour perpétuer la société qui l'organise. Je crois qu'il ne faut pas entretenir d'autres illusions que celle-là. Pour ce faire, cependant, et là il y a des choses intéressantes, c'est que le pouvoir, évidemment, il s'expose au risque d'un peuple instruit quand même, un minimum instruit. Il a été obligé pour ça, le pouvoir, d'obliger l'ensemble des enfants à s'instruire un minimum. Pour ce faire aussi, le pouvoir engage des personnels éducatifs dont un certain nombre se trouvent animés par une véritable ambition démocratique. Donc, les pouvoirs politiques et économiques ont engagé un Célestin Freinet dans l'enseignement public en France et toute une série d'autres du même genre. Voilà, c'est intéressant de le noter. Et ce faisant aussi, l'école est toujours en tension entre plusieurs définitions de son rôle, des définitions plus ou moins conservatrices, réactionnaires, jusqu'à des visions et des projets tout à fait démocratiques et progressistes. Voilà, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et je cède bien volontiers la parole à Jean-Sébastien qui va actualiser un petit peu la situation en parlant du pacte d'excellence. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, voilà, donc Philippe donc, nous a brossé une histoire de l'enseignement. Moi, je vais donc, comme Philippe vous l'a annoncé, moi, je vais m'attarder sur le pacte d'excellence, donc cette réforme structurelle qui, au fond, nous concerne toutes et tous d'une certaine façon. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment, au fond, le néolibéralisme, parce que dans les années 80 ouvrent l'ère du néolibéralisme. Et mon hypothèse, c'est que finalement, le pacte pour un enseignement d'excellence eh bien, va en quelque sorte constituer l'aboutissement de la logique néolibérale, donc qui débute dans les années 80. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment le néolibéralisme, par l'entremise du pacte d'excellence, eh bien, entend définitivement mettre l'école au service des marchés. Alors, pour ce faire, je vais procéder en 3 temps. Je vais d'abord donc définir ce qu'il faut entendre par néolibéralisme. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra ce qui fait le lien entre le néolibéralisme et le pacte d'excellence. Plus précisément, comment est-ce que le néolibéralisme s'attaque à notre système scolaire? Eh bien, il s'y attaque par l'entremise de ce qu'on appelle l'utilitarisme. Donc, je vous donnerai dans un deuxième temps une définition de l'utilitarisme. Donc, on va avoir, si vous voulez, ici 2 moments abstraits, puisqu'il s'agira de définir des concepts, mais je crois que c'est bien par le détour du concept
que l'on peut davantage appréhender la réalité, en l'occurrence celle du pacte. Et donc, dans un troisième temps, je vous montrerai comment, à travers une série d'extraits, comment ce pacte pour un enseignement d'excellence eh bien, incarne cette logique néolibérale. Alors, mais avant ça, je souhaiterais quand même dès l'abord répondre à une objection dont on a l'habitude lorsque l'on remet en cause de façon radicale le pacte d'excellence. Lorsque l'on met en cause radicalement le pacte d'excellence, on s'entend objecter ceci, tu diabolises le pacte. Tu diabolises le pacte comme si le pacte était un pacte avec le diable. Bon. Et il faut évidemment entendre ici aussi un soupçon de complotisme. Donc tu diabolises le pacte. La preuve, c'est que bien toute une série de personnes de bonne volonté, ont contribué à l'élaboration de ce pacte, et donc ce pacte ne peut pas être si mauvais que ça. Voilà l'objection. Alors, à cette objection, je répondrai deux choses. Première chose, je ne pense pas, effectivement, je ne crois pas effectivement qu'il y ait eu une société secrète à la manœuvre. Et pour la simple et bonne raison que cette société, elle a agi en pleine lumière et en plein jour. Et cette société, c'est, j'ai bien entendu parler de McKinsey, c'est-à-dire ce cabinet de consultance numéro 1 mondial. C'est bien McKinsey qui est allé chercher à l'époque la ministre Milquet pour lancer le chantier du pacte d'excellence, et c'est McKinsey qui a encadré du début jusqu'à la fin les travaux du pacte. Petite parenthèse, c'est la même société, McKinsey, que l'on a retrouvée récemment en France et en Belgique, qui ont répondu à l'appel des gouvernements pour aider à la gestion, je mets entre guillemets, la gestion de notre crise sanitaire avec le désastre socio-politique que l'on connaît. Alors la deuxième chose, pour toujours répondre à l'objection, la deuxième chose, c'est que le néolibéralisme, c'est aussi, et peut-être d'abord, un langage. Alors là, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire, malheureusement, je n'ai pas le temps, mais le néolibéralisme, c'est d'abord et peut-être avant tout un langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça, il faut bien comprendre que adopter un langage, parler un langage, c'est spontanément adopter aussi une manière de voir. Donc, parler un certain langage, c'est partager une certaine manière de voir et également une certaine manière de faire. Je vous donne un simple exemple. Lorsque vous êtes DRH, directeur de ressources humaines, eh bien, consciemment ou inconsciemment, lorsque vous êtes directeur de ressources humaines, eh bien, vous considérez par conséquent que l'humain, c'est du matériel. Les ressources humaines, ça signifie que l'humain constitue du matériel. Et par conséquent, ce sera sans scrupule que vous pourrez procéder à une restructuration. Et donc voilà comment parler un certain langage détermine une certaine manière de voir et donc une certaine manière de faire. Bon, alors si vous lisez les documents qui constituent le pacte pour un enseignement d'excellence, et croyez-moi, il faut se le farcir, si vous lisez ces documents, eh bien vous verrez que ces documents sont écrits de bout en bout dans le langage néolibéral. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne doute pas que toute une série d'acteurs aient été de bonne volonté. Je n'en doute pas. Mais dès le moment où ces acteurs adoptaient le langage néolibéral,
eh bien, spontanément, ils partageaient une manière de voir et donc une manière de faire malgré eux. Voilà ce que je répondrai à cette objection. Alors, venons-en maintenant à la définition du néolibéralisme. Alors, pour comprendre ce qu'est le néolibéralisme, oui, bon, ça demanderait 5 webinaires, hein, donc je vais évidemment ramasser mon propos le mieux possible. Alors, pour comprendre ce qu'est le néolibéralisme, il faut le comprendre par rapport à ce qu'il n'est pas. Le néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Alors, le libéralisme, c'est une croyance qui s'institue, disons, au XVIIIe siècle. Le libéral croit que grâce au marché, les individus vont pouvoir se développer de façon optimale. Mais dans cette histoire, et ça c'est important, pour le libéral, l'État doit se tenir relativement à l'écart. L'État doit intervenir le moins possible. C'est le laisser-faire. Ça, c'est la vision, ça, c'est la croyance libérale. Alors, cette croyance, elle va être violemment battue en brèche au début du XXe siècle avec la crise de 29 et la Grande Dépression, où là, les marchés littéralement s'effondrent. Et donc là, on constate que les marchés qui étaient censés s'organiser et produire de l'organisation, on se rend compte que les marchés produisent davantage du chaos. Et donc, vous avez des néolibéraux, c'est-à-dire des penseurs qui vont prendre acte du fait que les marchés ne s'organisent pas d'eux-mêmes et qu'ils ont tendance à produire du chaos. Et donc, par conséquent, il s'agit de façon délibérée d'organiser ces marchés qui ne s'organisent pas d'eux-mêmes. Il faut les organiser, il faut les édifier, il faut les programmer, il faut les soutenir. Et ça va être précisément, pour les néolibéraux, le rôle de l'État. Ça va être à l'État de soutenir, d'édifier, de programmer, d'organiser les marchés. Donc là, on voit bien la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Le libéral veut le moins d'État possible, le néolibéral, au contraire, exige un État fort. Alors, cet État néolibéral, eh bien, ça va donner une perversion de l'État, un État perverti, un État pervers, dont finalement le rôle va consister à détruire la fonction publique, à détruire l'espace public au profit de la marchandisation, au profit de la privatisation, de l'externalisation et de la mise en concurrence. Tout ça par l'entremise du droit, du code juridique, qui va lui-même être perverti, puisque le droit va servir à soutenir la privatisation, la marchandisation, etc. Et d'ailleurs, dans le champ néolibéral, le droit lui-même devient une marchandise et le droit lui-même va être mis en concurrence avec d'autres droits. Voilà pour le néolibéralisme. Alors maintenant, venons-en à mon deuxième concept, l'utilitarisme, c'est-à-dire la manière dont le néolibéralisme va s'attaquer à notre système scolaire. Il va donc user de l'utilitarisme. Alors, qu'est-ce que l'utilitarisme? Vous allez voir, finalement, l'utilitarisme, ça ne va pas vous paraître si abstrait que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'utilitarisme, qu'est-ce que c'est? L'utilitarisme, ça consiste dans tous les domaines, j'insiste, dans tous les domaines, à vouloir façonner des comportements, des comportements individuels ou collectifs, selon un principe. Et ce principe, c'est celui du coût-avantage ou du coût-bénéfice. Autrement dit, dans une société dominée par l'utilitarisme,
il s'agit de dire aux individus, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, parce que cela représente le meilleur rapport coût-avantage ou le meilleur rapport coût-bénéfice. Bon, ben alors, en principe, vous avez compris que ça fait à peu près 2 ans, depuis ce qu'on appelle cette crise sanitaire, que nous sommes bien sous la coupe d'un imaginaire utilitariste. Donc, dans une société dominée par l'utilitarisme, on va nous dire en permanence ceci, d'après nos calculs, voici le meilleur choix possible. Alors, je voudrais là donc juste m'arrêter le temps d'une réflexion, de prendre un petit peu de recul pour que vous mesuriez bien le caractère pervers de l'utilitarisme. Parce que l'utilitarisme, à la fois, donne une impression de liberté, puisqu'il est question de choix, voici le meilleur choix possible. Donc, il donne une impression de liberté et, dans le même temps, l'utilitarisme nie la liberté. Pourquoi? Mais parce que si c'est le meilleur choix possible, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est bien cela qui s'impose. Donc, il faut bien comprendre que l'utilitarisme, au nom d'une certaine rationalité, entend bien dicter des comportements. L'utilitarisme est une forme d'autoritarisme. Alors, je vais encore prendre juste un petit exemple qui concerne l'actualité brûlante, cette question infernale de la vaccination. Bon. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit se faire vacciner, c'est votre choix. C'est votre choix. Et tout de suite après, on nous a dit ne pas se faire vacciner, c'est être un irresponsable. Eh bien, voilà la logique perverse de l'utilitarisme à l'œuvre. Donc, pour l'utilitarisme, il s'agit bien de prescrire des comportements, de dicter des comportements. Alors, pour ce faire, l'utilitarisme va s'appuyer sur le fétichisme des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilitarisme va s'appuyer sur le fait que nous sommes fascinés par les nombres. Nous vivons dans une société où nous sommes fascinés par les nombres ou par les chiffres. Petite parenthèse, je ne fais pas ici de différence entre chiffres et nombres, les professeurs de mathématiques m'excuseront. Et par ailleurs aussi, il s'agit bien ici pour moi de ne pas viser les sciences mathématiques. Les sciences mathématiques sont des choses absolument admirables qui n'ont évidemment rien à voir avec l'utilitarisme. Donc l'utilitarisme va s'appuyer sur notre fascination pour les chiffres ou pour les nombres. Dans une conversation, il suffit que je brandisse un ou deux chiffres pour que spontanément je donne une impression de vérité. Voilà. C'est ça, les chiffres ou les nombres, c'est pour nous la vérité. Eh bien, l'utilitarisme le sait et il compte bien l'exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société dominée par l'utilitarisme, eh bien, les chiffres ou les nombres ne vont pas se contenter de vouloir rendre compte d'une situation. Les chiffres et les nombres vont littéralement faire la loi. Les chiffres vont faire la loi, c'est-à-dire, encore une fois, déterminer des comportements. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur base de toute une série d'indicateurs chiffrés, eh bien, on va dicter des comportements. C'est-à-dire que les individus vont devoir s'ajuster à toute une série d'indicateurs chiffrés. Ils vont devoir se comporter en fonction de ce que disent des indicateurs pour eux-mêmes produire des résultats escomptés. Et donc, voilà comment, au fond, et c'est ça le principe que l'on va retrouver dans le pacte, je vais vous montrer ça, voilà comment, sur base de chiffres, il va falloir faire plus de chiffres. Voilà, ça c'est le principe général de l'utilitarisme.
lui-même comme moyen du néolibéralisme. Donc, le néolibéralisme va s'imposer dans le champ scolaire, le néolibéralisme va s'imposer dans le champ scolaire par les chiffres en vue de plus de chiffres. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais simplement terminer la question ici, mon point sur l'utilitarisme, par une réflexion de Alain Suppiot, donc cet auteur qui a écrit La gouvernance par les nombres, et qui nous montre comment nous vivons dans une société qui est gouvernée par cet imaginaire utilitariste qui s'appuie donc sur les nombres pour dicter nos comportements. Alors, Alain Suppiot nous dit ceci, il nous dit dans une société utilitariste, au fond, on n'agit plus. On n'agit plus, on réagit. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que agir, ça demande de la réflexion. Agir, ça a à voir avec la pensée. Par contre, réagir, là, c'est plutôt quasi mécaniquement de l'ordre du réflexe. Eh bien, ça veut dire que dans une société gouvernée par l'utilitarisme, dans une société façonnée par l'imaginaire utilitariste, eh bien, on ne pense plus vraiment. L'utilitarisme produit plutôt de la non-pensée. Autrement dit, l'utilitarisme produit de la bêtise. Alors, pardon, mais encore un exemple. Il faut quand même mesurer le fait que, donc, après 2 ans de crise sanitaire, qu'est-ce que nos autorités en retirent? Qu'est-ce qu'ils en retirent après 2 ans? Un baromètre. Voilà. Là, il me semble que l'on a quelque chose comme la bêtise institutionnalisée. Bien, alors, j'en viens maintenant donc à mon 3e point, à savoir donc la façon dont le néolibéralisme va s'incarner dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, je reprends mon principe, à savoir que sur base de chiffres, il va falloir faire plus de chiffres. Eh bien, lorsque vous lisez les documents qui constituent le pacte pour un enseignement d'excellence, on voit que le pacte établit un diagnostic de notre système scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce diagnostic, eh bien, finalement, il consiste en une masse de chiffres, en une masse de résultats chiffrés. Taux d'abandon scolaire, d'échec, taux de redoublement, score PISA, etc. Bon. Alors, puisque on démarre avec des chiffres, et en l'occurrence avec les chiffres du redoublement, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? C'est ce qui s'affiche sur votre écran. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Eh bien, on va pouvoir lire que donc, le groupe central, les responsables, fixe comme objectif au pacte la réduction de 50% du redoublement d'ici 2030, tout en augmentant les résultats moyens des élèves dans les savoirs de base. Alors, cet énoncé, il paraît frapper du bon sens. Seulement, si on réfléchit un peu, on va voir que cet énoncé est problématique. Il est problématique. En effet, si on réfléchit, le problème, ce n'est pas le redoublement. Le problème, ce n'est pas le redoublement. Le problème, ce sont les causes du redoublement. Ce n'est pas la même chose que de vouloir s'attaquer au redoublement. S'attaquer aux causes du redoublement, ça suppose de faire un petit peu de sociologie. Et la sociologie, c'est subversif. Donc ici, il ne s'agit pas de s'attaquer aux causes du redoublement, il s'agit de s'attaquer au redoublement. Et donc, puisqu'il s'agit de s'attaquer au redoublement, quelle est la seule façon de faire? Eh bien, c'est de réagir en augmentant les résultats. Voilà. Et donc là, on voit bien
que sur base de chiffres, c'est-à-dire le taux de redoublement, il va falloir produire plus de chiffres, il va falloir augmenter les résultats. Nous sommes bien là dans une logique utilitariste. Alors, cette logique utilitariste, elle va avoir toute une série de conséquences. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette logique utilitariste, elle va instituer une culture de l'évaluation. Alors, j'ai mis culture entre guillemets parce que par culture de l'évaluation, il faut entendre une obsession de l'évaluation. On va assister à une obsession de l'évaluation, une culture de l'évaluation à tous les étages. Bon. Alors, là, il faut lire, encore une fois, ce que nous disent les documents du pacte. Donc, en matière de gouvernance pédagogique, notre culture de l'évaluation, c'est-à-dire un pilotage de plus en plus basé sur une évaluation quantitative et qualitative du système, est en net progrès, mais le suivi des résultats des évaluations manque de systématisme et ne s'inscrit pas assez dans une dynamique positive personnalisée des acteurs et des établissements en vue d'atteindre les objectifs fixés. Bon. Passons sur ici le langage typique du néolibéralisme. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur le style et plutôt sur l'absence de style. Bon. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Eh bien, la mécanique est la suivante. Le but, c'est de produire des résultats. Le but désormais pour les écoles, ça va être de produire des résultats. Et donc, il va falloir systématiser l'évaluation. Alors, je précise que nous ne sommes pas évidemment contre l'évaluation en soi. L'évaluation, c'est bien un moyen pour l'élève pour avancer dans l'acquisition de ses apprentissages. Le problème, c'est qu'avec cette logique, les choses vont se retourner. En effet, cette nécessité de produire des résultats, elle va dicter un comportement à l'enseignement. Elle va dicter un comportement à l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignant va se transformer en une espèce de coach, une espèce de facilitateur qui va driller ses élèves pour que ces élèves réussissent correctement, le mieux possible, leurs évaluations. Et donc là, on va assister à un retournement, c'est-à-dire que l'évaluation ne sera plus un moyen pour l'acquisition d'apprentissage, mais ce seront bien les apprentissages qui vont devenir des moyens au service des évaluations. Alors, on peut très bien imaginer aussi que les professeurs vont se sentir mis en concurrence les uns avec les autres, qui préparent le mieux ses élèves, etc. Alors, l'établissement lui-même, via les fameux plans de pilotage, l'établissement lui-même va devoir fixer des objectifs, et c'est bien cette fixation des objectifs qui va permettre au pouvoir subsidiant de pouvoir évaluer les établissements. Alors là, on comprend aussi que les établissements vont s'évaluer les uns les autres, c'est-à-dire certains vont se proclamer bons élèves, vont être proclamés bons élèves, alors que d'autres ne le seront pas. Et donc tout ça de manière objective, puisque ce sera sur base de résultats. Donc on voit bien comment, au nom de la rationalité, l'on va aggraver la mise en concurrence entre les établissements. Alors évidemment, ce n'est pas tout. Les enseignants seront eux-mêmes, pourront être eux-mêmes l'objet d'évaluation, et pas d'évaluation uniquement formative, mais bien d'évaluation sommative. C'est noir sur blanc dans le pacte. Vous avez là l'extrait. Donc, les enseignants, concrètement, vivront donc sous la menace de pouvoir perdre leur poste. Voilà, donc voilà comment l'évaluation, cette obsession d'évaluation va gagner tous les étages. Alors, cette culture de l'évaluation, évidemment, va avoir un impact sur le savoir.
Parce que l'essentiel, au fond, ne sera plus vraiment que les élèves apprennent, mais surtout qu'ils produisent des résultats. Et donc, cette logique s'attaque au savoir. Alors, j'invente rien, puisque là, encore une fois, c'est noir sur blanc dans les documents. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire ceci. Le savoir est partout, disponible sur la toile, accessible à tous dans les smartphones. La transition numérique est plus qu'en marche et avec elle la transmission de savoir via de nouveaux canaux immatériels ouverts. Aussi apparaît-il indispensable de redéfinir le nouveau sens, les nouveaux objectifs et les nouveaux rôles de l'enseignement des prochaines années, ainsi que les savoirs et les compétences qu'il doit offrir, avec en outre des méthodes plus innovantes. Alors, je vais juste me contenter de reprendre la première phrase, qui est absolument hallucinante. Et là, si vous voulez, sans effort, on atteint les sommets de la bêtise. Donc, le savoir est partout disponible sur la toile, accessible à tous dans les smartphones. Alors, pourquoi est-ce que c'est vertigineux? Eh bien, parce que ici, vous avez une confusion absolument inadmissible entre information et savoir. C'est-à-dire que tout au plus, ce que vous pouvez trouver sur le web, c'est une information. Et une information, ce n'est pas un savoir. Comme le dit le philosophe Gilles Deleuze, une information, c'est toujours un mot d'ordre. Et c'est pour ça qu'une information, ça s'impose. Le savoir, c'est tout autre chose. Le savoir, il rend compte du pourquoi et du comment de ce dont il parle. Savoir rend compte du comment et du pourquoi de ce dont il parle, ce que ne fait pas l'information. Donc, vous ne pouvez pas confondre information et savoir. Et par ailleurs, on procède ici à une deuxième confusion, c'est la confusion entre savoir et connaissance. Le savoir et la connaissance, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'enseignant, lui, il témoigne d'un savoir et d'un savoir-faire. L'élève, lui, il va devoir faire connaissance avec ce savoir et ce savoir-faire. Donc, connaissance, savoir, information, ce n'est pas la même chose. Ici, tout est confondu. Tout est confondu finalement dans une liquidation du savoir. Donc, ce que je trouve vertigineux, c'est que ceux qui se prétendent autorisés à nous parler du savoir, en réalité, n'y comprennent absolument rien. Alors, cette liquidation du savoir, elle va se faire au profit de quoi? Eh bien, elle va se faire au profit de la logique des compétences, dont Philippe nous a déjà touché un mot. Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences? Eh bien, les compétences, ce sont précisément ces manières de s'adapter au marché. Quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter au marché. Et donc, en conclusion, il suffit de lire ce que nous disent encore une fois les documents tirés du pacte. Ça parle de soi. Donc, un enseignement de qualité permet d'accroître le nombre d'emplois, lesquels emplois sont de meilleure qualité et mieux rémunérés grâce à l'amélioration de la productivité et de la capacité d'innovation des personnes concernées. Aujourd'hui, un réel consensus se dessine entre les différentes forces vives sur l'importance de l'enseignement dans le processus de déploiement socio-économique. La majeure partie des décideurs et des acteurs clés, c'est-à-dire les patrons, s'accordent sur le fait qu'un enseignement obligatoire performant est fondamental pour assurer la prospérité future en Wallonie et à Bruxelles. Voilà, donc on ne saurait mieux, si vous voulez, couler littéralement l'enseignement dans les besoins du marché. Voilà, donc voilà comment le néolibéralisme, par l'entremise de l'utilitarisme, c'est-à-dire on se base sur des chiffres pour faire plus de chiffres, voilà comment le néolibéralisme entend mettre l'école au service des marchés. Bien. Voilà, donc je clôture ici ma partie sur ma lecture
du pacte pour un enseignement d'excellence. Et maintenant, nous allons donc réfléchir aux potentialités de l'école, c'est-à-dire à ce que devrait être l'école. Donc, je vais dire quelques mots encore avant de céder la parole à mon camarade Philippe. Bon. Comme l'a dit Philippe, finalement, à la question « à quoi sert l'école ?» le tableau, finalement, paraît assez noir, puisque on voit que l'école a toujours servi, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, a toujours servi les pouvoirs dominants. Donc, la tentation, ce serait de dire, si on est progressiste, la tentation, ce serait de dire, puisque l'école a toujours servi les pouvoirs dominants, eh bien, il faut se débarrasser de l'école. Bon. Alors ça, c'est embêtant pour nous enseignants. Mais au-delà de la boutade, je pense que l'on peut sortir de ce raisonnement si l'on procède à une distinction qui me paraît essentielle, c'est la distinction entre le fait et le droit. Il y a l'école de fait et il y a l'école de droit. Donc, l'école de fait, c'est, oui, effectivement, dans les faits, l'école a souvent et massivement servi les pouvoirs dominants. Mais de droit, plutôt en droit, l'école recèle des potentialités qui ne demandent qu'à être mises en œuvre. Il faut bien préciser ici qu'on ne parle pas d'idée ou d'idéal de l'école. Il ne s'agit pas ici de défendre une idée de l'école. Il s'agit de pointer des potentialités, parce que des potentialités, c'est réel. Une idée, c'est vaporeux, un idéal, c'est vaporeux. Des potentialités, c'est réel. Simplement, il faut les mettre en œuvre. Bon. Alors, quels sont… moi, je vais juste m'attarder sur deux potentialités et ensuite, je tendrai le relais à Philippe. Bon, je fais aussi remarquer, parce que ce tableau noir que l'on a brossé, il faut évidemment le nuancer, et Philippe a évoqué aussi le nom de Freinet. Je veux dire que il y a eu aussi des mouvements d'éducation, et on pense par exemple à l'éducation nouvelle, dont Freinet est un nom important, un représentant important. On peut penser aussi à De Crowley. Donc, ce mouvement d'éducation, attaché à l'école, il a su activer des potentialités de l'école. Je pense au fait que l'éducation nouvelle a su, par exemple, changer notre regard, le regard que l'on avait sur l'enfant. Parce qu'au XIXe siècle, concrètement, l'enfant, il est vu comme un petit animal sauvage qu'il faut littéralement dresser, qu'il faut littéralement domestiquer. Et donc, c'est bien grâce à l'éducation nouvelle que l'on a su changer notre regard sur l'enfant. Donc voilà un mouvement d'éducation qui témoigne de ces potentialités de l'école en acte. Alors, donc, deux potentialités, je voudrais insister sur deux potentialités de l'école. Je pense que l'école est fondamentale en ce qu'elle constitue une parenthèse au milieu de la société. J'aime beaucoup parler de parenthèse scolaire. C'est-à-dire que l'école, c'est un espace-temps relativement, il faut insister aussi sur le relativement, un espace-temps relativement détaché de la société. Donc, vous le savez sans doute, le mot école vient du grec skolé. La skolé, c'était le temps libre, c'était le loisir dans la Grèce classique. Ça veut dire qu'à l'école, on avait tout le loisir d'étudier. On avait tout le loisir d'étudier, c'est-à-dire que l'on se tenait à l'écart des tâches serviles, à l'écart du travail. Bon.
Alors, évidemment, il ne faut pas idéaliser la Grèce classique, l'école du temps de la Grèce classique, parce que l'homme d'Athènes, l'homme à Athènes, l'homme en particulier, l'homme à Athènes, s'il a tout le loisir d'étudier, eh bien, c'est précisément parce que il y a des hommes non libres, c'est-à-dire des esclaves, hein, qui font le travail à sa place. Bon, alors c'est évidemment pas à ça qu'il s'agit de revenir, mais ce qui m'intéresse dans l'idée de parenthèse scolaire, c'est le fait que l'on va offrir aux enfants et donc aux élèves la possibilité de pouvoir mettre entre parenthèses leurs préjugés, hein, tous ces préjugés dont ils sont imprégnés, hein, tous ces préjugés que la société finalement leur a inculqués malgré lui. Eh bien, à l'école, ces préjugés vont être mis entre parenthèses, enfin pas tous ces préjugés, on n'échappe jamais totalement aux préjugés, c'est un travail permanent, mais on va mettre à l'école toute une série, entre parenthèses, toute une série de préjugés, c'est-à-dire qu'on va s'en libérer, on va s'émanciper de toute une série de préjugés, justement au profit des savoirs et des savoir-faire. Ça, c'est la première chose, la potentialité de l'école comme parenthèse scolaire. Deuxième potentialité, et là je m'appuie sur les travaux de Philippe Mérieux, c'est que l'école, on va à l'école dans le but d'apprendre pour apprendre. Et ici, très précisément, il s'agit de s'opposer de manière frontale à la culture, ou plutôt à l'obsession de l'évaluation. Apprendre pour apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on ne va pas à l'école pour obtenir des résultats. On ne va pas à l'école pour être performant. On ne va pas à l'école pour être compétent. L'essentiel pour l'élève ne sera pas de réussir une tâche. L'essentiel pour l'élève sera de comprendre pourquoi et comment il a réussi sa tâche. C'est ça, apprendre pour apprendre. Ça veut dire que la manière d'y arriver, ça veut dire que le chemin fait partie de la matière elle-même. Le but, encore une fois, n'est pas d'être productif, mais d'apprendre pour apprendre, c'est-à-dire que l'élève doit comprendre pourquoi et comment il fait ce qu'il fait. Alors, ça veut dire aussi, et donc là, on est vraiment contre, on se trouve absolument en opposition radicale avec cette obsession de l'évaluation. Et justement, pour terminer toujours dans cette nécessité de relativiser l'évaluation et de remettre l'évaluation à sa place, il s'agit aussi de préciser qu'il faut renoncer au fantasme de croire que l'on peut vérifier, au sens strict, que l'élève a compris ou pas. Non, l'évaluation ne nous donnera jamais une image, un reflet objectif de la situation. L'évaluation ne pourra jamais nous donner qu'une idée de la situation. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à Philippe. Merci Jean-Sébastien. Je vais faire un peu plus court, je pense, pour ma troisième et dernière partie, de manière à ce qu'on puisse se réserver un temps de questions-réponses et de débat. À quoi devrait servir l'école? Si on résume, finalement, je vais être un petit peu plus cash, je vais être un peu cash ici en tout cas. Dans notre réflexion à la PED, on se dit que somme toute, il y a deux possibilités. Il y en a beaucoup plus, c'est plus nuancé que ça, mais en tout cas, il y en a deux. Soit on se dit qu'on est là pour préparer les jeunes à fonctionner dans une société telle qu'elle va, c'est-à-dire dans une société capitaliste, pour la nommer, en préparant des travailleurs adaptables, flexibles, des citoyens bien dociles et des consommateurs décérébrés, qui ne se posent pas trop de questions en tout cas. Soit, et c'est évidemment notre choix, forger avec tous les jeunes qui nous sont confiés les savoirs et les savoir-faire qui leur
permettront de prendre part aux décisions et aux actions collectives pour changer le monde. Alors, changer le monde parce que nous avons l'intime conviction qu'il faut en changer, bien entendu. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur l'impasse du capitalisme, mais qui montre encore toutes ses limites dans la crise actuelle, bien entendu. Il est incapable de répondre aux besoins de l'humanité. Logique, ce n'est pas son but essentiel. Son but, c'est de permettre à un certain nombre d'entre les humains d'accumuler du capital et certainement pas de répondre aux besoins de l'ensemble de l'humanité. Il va reproduire et creuser les inégalités, bien entendu. Il nous conduit, et c'est de plus en plus évident, dans une impasse environnementale. Je crois que c'est de plus en plus clair. Des crises à répétition sur un plan financier, des surcapacités, des capitaux excédentaires qui se baladent un petit peu partout dans le monde et qui provoquent crise sur crise, bien entendu. Et puis, on lui doit aussi toute une série de choses comme l'esclavage, des génocides, des guerres à répétition et des répressions sanglantes. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce tableau. Simplement dire que c'est un système qui est, comme le disait Jean-Sébastien, inefficace. La crise actuelle le montre, on n'avance guère quand même. Et en plus d'être immoral, bien entendu, c'est aussi un système qui n'est pas amendable. Ce n'est pas... Il n'y a pas un capitalisme acceptable et un capitalisme sauvage à côté. C'est l'essence même du capitalisme dans le fait qu'il a pour objectif de constituer du capital chez certains tout en exploitant et les autres et la planète qui pose problème. Donc c'est dans son essence qu'il y a un problème. Nous pensons bien entendu qu'un autre monde est possible qui serait basé sur des valeurs de coopération, sur des comportements de coopération et de solidarité et non pas de compétition, où les priorités d'investissement seraient déterminées par des processus démocratiques, c'est-à-dire par les populations et non pas par quelques oligarchies, où les ressources seraient utilisées rationnellement, et pas dans cette espèce de chaos que nous vaut le libéralisme, bien entendu, et aussi sur l'idée que les moyens de production doivent être orientés vers ces objectifs démocratiques, et ça suppose une maîtrise des moyens de production par la collectivité et non pas le principe de la propriété privée des moyens de production. Une démocratie, celle que nous appelons de nos voeux, suppose trois choses: des institutions garantissant que le pouvoir émane réellement du peuple, bien entendu. Encore faut-il que ces institutions-là aient un champ d'action le plus vaste possible. Et j'en viens à la dia précédente, évidemment, si les moyens de production sont des propriétés privées et que le pouvoir économique détient, en tout cas domine le pouvoir politique. Si un président des États-Unis a besoin de quelques centaines de millions de dollars venant de l'industrie pour être élu, il doit renvoyer l'ascenseur, qu'il le veuille ou non. Donc le champ d'action des institutions démocratiques doit être le plus vaste possible, et c'est là que ça nous intéresse, bien entendu, nous autres personnels et travailleurs de l'éducation. C'est que cela suppose, bien entendu, ça c'est une condition sine qua non, que les citoyens soient capables de participer aux débats, aux discussions, aux réflexions et aux décisions qui sont prises participer donc aux institutions et aux débats qui sont évoqués dans les deux points précédents. Donc ce à quoi le rôle que nous attribuons à l'école, c'est ça, c'est de créer les conditions de la faisabilité intellectuelle d'une société démocratique. Voilà, pour le dire en quelques termes. Donc, nous pensons que l'école doit contribuer à ce que les jeunes, les citoyens soient armés de savoir et de savoir-faire pour comprendre le monde et participer à sa transformation. Ça veut dire aussi qu'ils doivent avoir un certain nombre
avoir intégré un certain nombre de valeurs, certaines attitudes. Donc, on doit avoir aussi des citoyens qui veulent et qui peuvent participer. Des citoyens heureux parce qu'ils ont développé des savoirs, des attitudes, des valeurs et qu'ils ont une liberté aussi à leur disposition. Et notre rapport école-société va jusqu'à dire aussi qu'on peut y trouver une utilité. Je m'excuse, hein, Jean-Sébastien, on n'a pas employé, on n'est pas dans l'utilitarisme ici, mais un sentiment d'utilité, une utilité parce qu'on développe des compétences professionnelles qui vont être investies dans des activités professionnelles de production, mais qui contribuent au bonheur et au progrès collectif, bien entendu. Hein, on pourrait parler par exemple de vaccination des populations dans le tiers-monde plutôt que de travailler uniquement à l'enrichissement des propriétaires des Big Pharma, par exemple. Voilà, pour donner un petit exemple actuel. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je reviens évidemment avec notre programme d'école démocratique. Nous revendiquons depuis 2 ou 3 ans, mais depuis bien plus longtemps que ça, mais on a un petit peu réécrit notre programme, de l'ambition et de l'équité pour l'éducation. Donc la première exigence, bien entendu, c'est de faire en sorte que cette éducation qui crée les conditions d'une citoyenneté active et critique touche tous les enfants, sans exception, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale, leur situation. Donc l'équité est une première exigence. Et puis pour l'ensemble des enfants, nous voulons évidemment une formation et une éducation et un enseignement extrêmement ambitieux, puisque l'enjeu, c'est ça. L'école va servir à nous aider à comprendre le monde dans toutes ses dimensions. Nous imaginons difficilement que ça puisse se faire dans les conditions actuelles, donc deuxième revendication, en tout cas en début de scolarité dans le fondamental et au début peut-être de ce qu'on appelle le secondaire, maintenant 15 élèves par classe. Nous revendiquons une école ouverte, c'est-à-dire une école qui est en relation avec la société, qui est ouverte plus longtemps qu'elle ne l'est maintenant, c'est-à-dire qu'elle permet d'intégrer dans l'école pour tous les enfants des activités sportives, culturelles, etc., ce qui est malheureusement pour le moment trop souvent réservé aux enfants des classes les plus aisées. Une école ouverte sur le monde extérieur où l'on va voir comment les choses se passent dans la vie locale autour, où on peut faire des visites, on peut faire venir des gens à l'intérieur de l'école aussi, avoir des intervenants, des témoins, etc. Voilà, donc là, je vous renvoie au webinaire et au dossier que nous avions consacré à ce concept d'école ouverte. Une école qui en finit avec les ségrégations, on ne peut pas préparer une société commune si on continue évidemment d'éduquer les enfants dans des filières aussi différentes les unes des autres, dans des écoles d'un côté où on vit dans un réel confort pédagogique et puis dans d'autres où il est parfois quasiment impossible de faire classe. Donc l'apartheid scolaire doit être terminé et donc nous proposons nous un système d'inscription scolaire et d'affectation des élèves aux écoles qui permet de casser ces ségrégations. Nous revendiquons aussi un tronc commun structurel jusqu'à 15 ans. Structurel, pourquoi? Parce que maintenant le tronc commun existe, mais fonctionne dans des écoles qui restent structurellement distinctes. Un enfant qui s'inscrit dans une école secondaire d'élite, d'enseignement général d'élite, dans un tronc commun, aura peut-être le même programme que l'enfant qui va dans une école voisine, mais d'orientation technique et professionnelle. Il est clair que ce tronc commun n'est pas réel à l'heure actuelle. Donc, on demande évidemment quelque chose de plus structurel et de plus clair à ce niveau-là.
le concept de laisser les enseignants enseigner, mais c'est certainement les libérer effectivement du gouvernement du nombre et de fixer des objectifs qui soient clairs pour tous, exigeants pour tous, mais une liberté pédagogique qui permet effectivement de progresser. Et cela nécessite évidemment un financement suffisant et juste, du moins dans un premier temps, parce qu'il est clair qu'il est peut-être possible d'envisager des formes d'économie après quand ça roule et quand ça fonctionne bien. Voilà. Je pense... Ah oui, voilà, j'ai quitté le programme. Bonjour tout le monde, rebonjour. Ce qu'on peut dire encore, deux, trois petites choses, c'est qu'évidemment, comme Jean-Sébastien le disait, le tableau, les rapports de force sont très peu favorables pour le moment, bien entendu, à notre approche de l'enseignement. On n'est pas vraiment, c'est pas vraiment nous qui tenons le gouvernail. Et donc, je pense à ce sujet-là qu'on ne peut faire qu'une chose. Je crois que en tant qu'enseignant progressiste, on est obligé de mener de front, je crois, le combat. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez ça aussi? Jean-Sébastien, vous avez cette histoire de Zoom aussi? Oui. Oui, oui, Oui. oui. Ah, alors il faut que je fasse quelque chose là. Désolé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu peux arrêter ton partage d'écran? Ah oui, arrêter le partage d'écran, oui. Excellente idée. Alors... Vous voyez actuellement l'écran de Jean-Pierre Pourtois. Donc, nous avons parmi nous un Jean-Pierre qui a partagé son écran apparemment. Non, moi je vois rien. Ah, mais moi j'ai ça comme administrateur. Non, c'est toujours la publicité là, pour aller plus loin. Oui, oui. Oui. Bon. Voilà. Ah, voilà. OK, merci. Donc, je vais poursuivre. Je pense qu'on est contraint, on doit à la fois, et nous pouvons, en tant qu'enseignants dans nos classes, je crois, mener le combat. Comme Jean-Sébastien le dit, on dispose de la parenthèse scolaire à longueur de semaine avec nos élèves, du moins, même si les conditions sont pourries pour le moment. Je pense aussi à l'action syndicale qui peut être menée au niveau de chaque établissement, et ça c'est extrêmement important par rapport justement à ce qui nous arrive avec ce pacte d'excellence. Je pense aussi aux actions associatives. Bon, ça peut être la PED, mais il y a des tas d'autres associations, actions associatives et politiques qui doivent contribuer à maintenir ou créer ou renforcer un rapport de force qui nous sera plus favorable. Et dans ce sens, je reviens toujours avec cette idée d'unir les luttes aussi, c'est-à-dire de créer des liens, entretenir des liens avec le monde du travail, avec toute une série d'autres objectifs qui croisent les nôtres. Voilà. J'ai envie de laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. On a encore toute une série de choses qu'on pourrait avancer, bien entendu. Peut-être encore redire que la force qui paraît inéluctable en face de nous, elle est forte, mais il ne faut certainement pas se laisser abattre par elle. Rappeler qu'il y a eu et qu'il y a encore des alternatives, des réussites, des expériences qui nous permettent de croire qu'effectivement, une autre école est tout à fait possible. Ça, on en a la conviction profonde. On a notre propre histoire et notre contre-histoire à mettre en avant et
à publier, à faire connaître et à revendiquer. Et puis, on voit aussi les jeunes, par exemple, qui montrent la voie. On les a vus bouger beaucoup pour le climat, on les voit bouger contre le racisme, contre le sexisme, etc. Donc, il y a des mobilisations. Donc, on a toute une série de points d'appui pour agir. Et voilà, je pense que je vais en rester là, peut-être pour se garder une bonne demi-heure pour les questions-réponses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe et merci Quand Jean-Sébastien. tu veux, comme tu veux. Oui. Donc, bon, pour l'instant, j'ai juste une petite remarque et une question de la part de Michel qui réagit par rapport au pacte d'excellence, qui, d'abord peut-être sa réflexion qui parlait de la participation des acteurs du pacte et qui disait que dans la première phrase de l'avis numéro 3 du groupe central, donc qui est la feuille de route du pacte d'excellence, les acteurs en fait sont engagés à défendre le pacte devant leurs instances, qui pouvait expliquer peut-être aussi en fait le résultat auquel on arrive et un peu la prise d'otage de certains acteurs qui effectivement dans la première phase il y a eu vraiment tout un état des lieux avec une vision très progressiste des choses, mais qui a été au fur et à mesure du processus du pacte pour arriver à l'avis numéro 3, dans quelque chose de beaucoup plus utilitariste, effectivement, et beaucoup plus basé sur le pilotage et les évaluations, comme on a parlé Jean-Sébastien. Donc ça, c'était plutôt une réflexion. Sa question était par rapport donc au pacte, il y a tout le plan de la réforme du qualifiant et de la fusion du qualifiant, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais effectivement, il n'y aura plus que 2 filières. Il y aura ce qu'on appelle la transition, donc l'actuelle générale et technique de transition, qui est une transition vers, en fait, vers des études supérieures. Je me dis que je vais quand même remettre ma vidéo. Et donc, d'un côté, donc, cette filière donc, de transition, et de l'autre côté, une filière qualifiante, donc, qui mène au travail, au marché du travail. Et cette fusion du qualifiant va faire qu'on va fusionner le professionnel et le technique, et que, dit Michel, dans les faits, en fait, on va supprimer le technique, et qu'il y aurait en plus une volonté de transférer le qualifiant vers l'alternance. On parle même, certains parlent même de régionalisation de ce qualifiant. Et donc la question, donc tout ça c'était pour amener à ça, cette polarisation de l'enseignement ne risque-t-elle pas d'aggraver encore la fracture sociale? Donc voilà, je ne sais pas qui veut s'emparer de la question. Ouais. Je peux peut-être, on m'entend là, oui. Oui. Cécile, peut-être en profiter pour clarifier une chose dans notre projet d'école commune. On soutient évidemment l'idée d'un tronc commun, mais structurel, beaucoup mieux que ce qu'on fait maintenant, bien entendu. Et par exemple, les petites classes dans l'enseignement fondamental devraient aussi amener beaucoup plus d'enfants à arriver à l'âge du secondaire avec un niveau de maîtrise nettement supérieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Un tronc commun jusqu'à 15 ans. Mais le projet de la PED, c'est au-delà de 15 ans. Au-delà de 15-16 ans, on a évidemment alors toute une série de filières qui sont possibles en fonction de l'orientation, mais on garde un solide contenu généraliste. Très bien. C'est-à-dire que, donc, au-delà de 15-16 ans, nous, par exemple, dans le livre qu'on a publié il y a quelques années d'ici, Qu'as-tu appris à l'école, des contenus comme les contenus les plus abstraits en mathématiques, les contenus les plus abstraits en termes de philosophie, par exemple, quand on arrive dans la complexité de l'histoire également, enfin, il y a toute une série de choses. Je pense à la littérature aussi en français. Bon, voilà, moi je suis plutôt littéraire, donc mes exemples viennent plutôt de là. Mais on comprend bien qu'il y a toute une série de notions qui sont réellement abordables et réellement qu'on peut s'approprier que passer 15-16 ans. Dans une tranche qui va de 16, 17, 18, 19 ans, etc. Et donc, dans notre projet à nous, il est clair que
il n'est pas question, au-delà de 16 ans, d'avoir, et c'est le sens du tronc commun, hein, c'est de faire en sorte que ce niveau, cette ambition-là soit possible à partir de 15-16 ans avec tout le monde, y compris dans les filières qui iraient vers l'accès le plus rapide au métier. Donc ça, c'est une chose sur laquelle peut-être on doit insister un petit peu plus souvent, nous. Voilà. Maintenant, la fusion. Oui, la question de la fracture, ben oui, c'est possible, mais c'est parce qu'on est dans quoi là? On est dans une sorte de no man's land, non? Avec un tronc commun qui n'en est pas vraiment un, et puis les impératifs de l'économie qui est dualisé, et donc je pense que cette commande d'un seul et unique enseignement qualifiant n'est pas une source de grand progrès, effectivement. Je ne sais pas dire beaucoup plus que ça. Hein. Jean-Sébastien, tu veux réagir ou bien parce qu'autrement Didier demande la parole? Oui, non, mais juste quelques toutes petites remarques. Pour rebondir tout à l'heure, avec Philippe, on est évidemment d'accord, c'est-à-dire que l'utilité n'est pas un gros mot. Ce qu'il faut dénoncer, hein, c'est l'utilitarisme, ce n'est pas l'utilité. Être à gauche, c'est je crois, savoir que le travail doit être utile pour moi et pour les autres. Bon. Première chose. Alors, deuxième chose, il faudrait aussi, voilà, pour revenir à la question du langage, le néolibéralisme, c'est d'abord un langage, et je crois c'est ça qui piège, hein, et qui tend toute une série de pièges. Je pense que le néolibéralisme, ça sert aussi à rendre les pulsions capitalistes, c'est-à-dire les pulsions barbares, les pulsions sauvages du capitalisme, eh bien, il les habille. Hein, le langage néolibéral, c'est un langage qui habille les pulsions néolibérales et qui les rend acceptables en pervertissant le langage, c'est-à-dire que autonomie dans le langage néolibéral, ça veut dire exactement l'inverse. Mais c'est un langage qui piège, puisqu'il travestit ce qu'il en réalité défend. Voilà. Alors, pour revenir à la question du qualifiant, ce qui m'a intéressé lorsque j'ai lu ce qui concernait le qualifiant dans le pacte pour un enseignement d'excellence, eh bien, c'est qu'on va retrouver la promotion d'une logique précisément de la responsabilisation. C'est-à-dire que l'élève du qualifiant va devoir être responsable de son parcours et donc il va devoir comme ça se promener en choisissant toute une série d'unités d'apprentissage. Donc, l'enseignement va être découpé, va être littéralement segmenté en unités d'apprentissage, hein, et l'élève va pouvoir construire son parcours, ce qui lui donnera un sentiment de responsabilisation. Mais le problème, c'est que en fait, la modularisation, hein, cette segmentation, ben, c'est en fait une dislocation du sens du métier, c'est-à-dire que l'élève va se produire sur toute une série de segments, mais tout ça, ça ne fera plus sens puisqu'on sera là dans l'éclatement de l'enseignement. Et donc, je pense que le sens même professionnel, le sens même du métier est en jeu et qu'on va assister à une déqualification du qualifiant. Ok, merci Jean-Sébastien. Donc, je vais céder la parole peut-être à Didier qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui, mais voilà, il n'y a pas d'empressement. Tout ça, d'abord, vous dire merci pour la qualité de vos exposés. Et je crois un merci particulier à Jean-Michel, que je ne connais pas le nom de famille, mais qui a vraiment Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, pardon, qui a vraiment clarifié mes idées, parce que j'ai eu une réunion, je suis assez bien engagé dans le milieu syndical, à la CSC, et on a eu une réunion il y a
quelques jours où on s'est posé la question, est-ce que les syndicats doivent rester dans le pacte ou en sortir? Parce que moi ma position, c'est qu'à force de rester dans le pacte et toujours négocier des petites choses, on cautionne. Et donc, les enseignants spectateurs, ils se disent, si les syndicats font partie de ce pacte, et ils surveillent, donc on ne risque rien. Et je pense qu'on avance comme ça, et je pense qu'on sert des syndicats, enfin que le monde néolibéral que vous décrivez se sert des syndicats pour le moment. J'en ai bien peur, donc je me suis fait traiter un peu de révolutionnaire lors de la réunion. Mais tout ce que vous avez décrit ici conforte mes idées. Alors, j'ai une grande question, mais que doivent faire les syndicats pour le moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis coincé. Demain, j'ai une grosse réunion. On va parler de la manif du 10. Les motifs de manif, je voudrais bien que ce soit tout ce que vous venez de me décrire. Et les motifs qu'on va sortir demain, ça va être une hausse des salaires, ça va être… c'est des brindilles à côté de du danger que vous venez de nous décrire. Alors, j'ai une autre question, parce que dans le panel, j'ai vu que M. Jean-Pierre Pourtois était présent. J'ai lu il y a déjà quelques années un ouvrage qu'il avait dirigé avec Boris Cyrulnik sur la résilience. Jamais, dans le pacte d'excellence, dans les plans de pilotage, on ne parle pas, on évoque la résilience, à mon grand regret. Voilà, j'ai posé 2 questions. Merci. Bon, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut répondre par rapport au syndicat? Autrement, moi, je peux le faire. Mais, Non, si tu veux, Cécile, moi. voilà, moi aussi, je suis donc aussi engagée syndicalement. Et par exemple, je suis à la régionale de Liège. Et à la régionale de Liège, nous avons décidé justement de de porter la voix haute sur les revendications liées au pacte d'excellence et d'essayer de démonter un peu effectivement les raisons de la grève qui sont mises en avant pour l'instant par rapport, par exemple, à la couverture médiatique. Effectivement, nous ne faisons pas grève pour une revendication salariale. Non, et les banderoles qui seront mises en avant, en tous les cas, ce sera non pacte d'excellence, ce sera non à l'évaluation des professeurs, ce sera des classes plus petites, ce sera vraiment sur les conditions de travail, la dégradation des choses et des conditions de travail de l'enseignement liées, entre autres, au pacte d'excellence et au futur décret évaluation des profs dont on a parlé. Dans quel syndicat es-tu? CGSP. Mais nous sommes en front commun. Oui, justement. Donc voilà, je crois qu'il faut justement porter ces revendications-là et c'est ce qu'en tous les cas la régionale de Liège, Verviers même aussi, a décidé de faire et ce sera le sens des choses. Donc je crois qu'effectivement on doit se battre par là et montrer, il y a eu un combat en tous les cas avec le communautaire pour montrer par exemple à Joseph Thonon que nous on veut se battre contre le pacte d'excellence. Et donc, effectivement, comme on entend un peu dans les médias, non, nous n'allons pas nous faire grève parce que nos conditions de travail se sont détériorées à cause du Covid. C'était bien avant et c'est une attaque d'un service public, tout comme d'autres services publics, et nous revendiquons des choses. Donc, je crois que là, on doit porter vraiment ce message-là le 10 février et ça, c'est très important. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Votre réponse me fait du bien parce que ça me calme un peu par rapport à ma réunion de demain. Voilà, donc du coup, vous devez faire pression pour demain pour que ce genre de revendications viennent à l'avant-plan et non pas des revendications salariales. Non, c'est vraiment des conditions de travail et une dénonciation effectivement d'un avancement du pacte d'excellence qui ne va pas dans le sens où on veut. Voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir aussi? Autrement, oui, Philippe? Juste dire une petite chose, ce n'est pas contradictoire avec des revendications salariales. Hein. Je crois que comme enseignant, comme travailleur de l'éducation, on peut être payé correctement du boulot qu'on fait. Et tu vois, je ne pense pas que c'est contradictoire, mais effectivement, il y a
plein d'autres enjeux qui sont fondamentaux, mais les deux sont liés aussi, hein, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ben, je donne la parole alors à Jean-Pierre, justement. Jean-Pierre, pour toi. Il faut activer votre micro, je peux le faire. Ah. Est-ce que je peux le faire? On n'entend pas, monsieur, pourtant. Il faut cliquer sur votre micro en bas à gauche. Voilà, vous m'entendez. Voilà, oui. En tout cas, un tout grand merci pour cette belle soirée qui me fait beaucoup de bien par ce temps difficile à vivre. Et en tout cas, je rejoins et j'ai donc bien suivi les exposés. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est peut-être porter un regard sur les temps à venir, tout en me souvenant d'un principe que défendait Célestin Freinet, que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de passer pas moins de 5 heures en tête à tête avec lui. Célestin Freinet avait pour ambition de faire en sorte que l'école puisse changer la société. Après la Première Guerre mondiale, son ambition, c'est de plus jamais de guerre, plus jamais grâce à l'école et par l'école. Je pense que c'est un fantasme qui aujourd'hui est complètement obsolète et qu'il faut absolument abandonner. Et la point que je voulais souligner, c'est la considération le regard que nous portons sur l'école. En fait, selon mon regard, l'école, c'est un véhicule. C'est un véhicule qui transporte la société d'un point A à un point B. Et toute la soirée de ce soir, on l'a démontré. On a démontré que du point A, on allait au point B du néolibéralisme. Et l'approche démocratique, c'est que nous voulons aller à un autre point. Maintenant, ma question, est-ce que vous croyez encore et toujours que l'école va changer la société? Moi, je n'y crois plus du tout. Par contre, je pense que, je pose la question, est-ce que nous allons vers une évolution de la société? Faudra-t-il une révolution de la société? Faudra-t-il dans cette société des espaces démocratiques? Parce que liberté, égalité, fraternité, ce sont 3 valeurs démocratiques qui n'existent pas dans l'école néolibérale et qui n'existent pas dans la prise en compte du pacte d'excellence. Ce sont des dimensions totalement absentes. Et maintenant, dans les considérations pédagogiques que nous pouvons mettre sur table aujourd'hui, il y a quantité d'efforts pédagogiques à côté de ce qui a été dit tout à l'heure, Freinet, de Crowley, mais il y a aussi la pédagogie du chef-d'œuvre, il y a aussi la pédagogie institutionnelle, qui est la toute première à partir de laquelle toutes les autres pédagogies peuvent s'enclencher. Bref, mon espérance, et je dois dire que je rejoins les exposés d'aujourd'hui, hein, c'était pour moi réconfortant de vous entendre et de partager entièrement ce que vous avez dit, si ce n'est que je trouve que le regard, l'espérance portée sur le véhicule de l'école est complètement surdimensionné. Et c'est vraiment là, c'est d'ailleurs une parenthèse, ça a été très bien présenté, le temps de l'école comme un temps entre parenthèses. C'est une très belle image, c'est entendu, mais c'est une image hors du temps. On met l'individu hors du temps. Et la question, c'est de savoir, mais quand va-t-on avoir une société? Est-ce que vous croyez à un seul instant que le néolibéralisme dans cette société va diminuer demain? Là, je ne suis pas très optimiste, hein. Donc, si ma réponse, vous la confirmez, bon, quid de l'école de demain? Alors, soyons réalistes. Essayons un peu, mettons-nous dans une réserve d'Indiens quelque part pour construire une école démocratique. Pourquoi pas, après tout, c'est notre liberté. Et ceci dit, je trouve que l'endroit où se construit l'émancipation, c'est dans l'espace familial et dans l'espace communautaire, mais surtout l'espace familial. Les valeurs dans ce lieu font que l'individu arrive à l'école avec une image de soi, une confiance en soi, un désir de développement, avec une empathie, avec une solidarité, avec des valeurs. Et je sais si aujourd'hui, avec la crise du Covid, tout ça est battu en brèche. Et donc, il faudrait peut-être s'organiser entre nous pour redéfinir ce que peut être une société démocratique véritable, parce qu'on en est loin, très loin, et donc à partir d'une société qui pourrait être définie plus participante, plus coopérante, plus implicative,
plus inclusive, alors on aurait forcément l'école, le véhicule d'école viendrait de lui-même porter ses valeurs. Voilà, je voulais vous dire ça, mais encore une fois, bravo pour cette soirée. J'ai passé une très, très belle soirée. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, mais je voulais peut-être préciser une chose, c'est qu'on n'entretient pas du tout à la paix de l'illusion que l'école toute seule va accoucher d'une société démocratique. Hein. Ça, on est totalement conscient du fait que ça, c'est évidemment impossible. C'est pour ça que je pense Jean-Sébastien parle de parenthèse scolaire. Donc, je crois donc au pouvoir de ce que peuvent faire des enseignants progressistes dans leur classe au quotidien, mais bien entendu, il y a d'autres luttes à côté qui sont syndicales, qui sont associatives et qui sont politiques à l'échelle de la société. Je crois qu'il faut aussi créer des liens avec les autres mouvements sociaux. C'est un peu une lubie chez nous dans la région de Liège, mais on imagine par exemple l'intérêt qu'il pourrait y avoir à rencontrer des syndicalistes de l'interprofessionnel, quoi, que ce soit de la sidérurgie ou ce qu'il en reste en tout cas, ou d'autres secteurs, pour leur demander mais que gagnent-ils à ce que leurs enfants fréquentent des écoles où les cours généraux sont si misérables, par exemple, et que gagne-t-il réellement si la formation se résume à ce qui est donné dans des CFA, dans l'alternance, etc. Donc, et nous devons aussi, comme enseignants, travailleurs de l'éducation, nous questionner sur mais qu'est-ce qu'on donne à ces enfants-là pour qu'ils puissent s'émanciper, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être conscients de leur position dans le système et se saisir des armes qui sont à leur portée pour essayer de bousculer les choses. Voilà. Donc notre idée, non, on est bien conscient qu'on doit avancer et je pense que la plupart des militants de la paix le font. On milite à la fois comme enseignant dans sa classe, comme délégué syndical, et dans le monde associatif et parfois aussi dans le monde politique pour faire en sorte que les choses bougent. Je voulais faire juste une petite remarque aussi par rapport à la notion de famille. Bon, voilà, je suis moi-même père de famille, j'ai des enfants, des petits-enfants, donc je ne vais certainement pas dénigrer les valeurs ni l'importance de ce qu'on peut faire au sein d'une famille, mais bien entendu, en termes d'enseignement, si on fonde la formation citoyenne sur la famille, dans le système actuel, il est évident qu'on est parti pour justifier des reproductions d'inégalités terribles. Hein. Et donc la fonction, je pense que la fonction de l'enseignement, justement, est de permettre d'ouvrir les enfants au monde, hein, également. Ça, et je crois que ça sauve beaucoup d'enfants aussi, le fait d'avoir accès à un monde autre que celui de la cellule familiale. Je peux dire un mot? Oui. Parce que je partage ce que vous venez de dire sur la famille, parce qu'évidemment, la famille, c'est la meilleure et la pire des choses. Hein. Oui. Alors, mais seulement, moi, je défends maintenant, ce n'est plus l'école éducatrice que je défends, c'est la cité de l'éducation que je défends. Et je vais vous dire, c'est un endroit qui est le plus déterminant sur l'émancipation de l'être humain, c'est l'entreprise. Il y a des responsables syndicaux qui sont là. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point un ouvrier, un employé, qui est massacré pendant toute la journée dans son entreprise, qui rentre chez lui, il massacre ses enfants, qui vont à l'école et qui deviennent de mauvais élèves et qui vont avec des risques de délinquance. Donc, il y a des lieux d'éducation. Vous avez l'entreprise, vous avez la famille, vous avez l'école, vous avez les centres sportifs, vous avez les centres culturels. Donc, moi, ce que je plaide aujourd'hui, et c'est une proposition que je fais à votre association que j'apprécie et dont je vais devenir membre très prochainement parce que je vais payer ma cotisation, parce que j'admire ce que vous faites. Mais c'est une cité de l'éducation que nous devons défendre. Ce n'est plus seulement
un précaré de l'école, mais c'est la société de l'éducation qui doit se développer. Et non plus seulement un domaine, aussi grand, aussi petit soit-il, et surtout que l'école, je trouve, on a une vision démesurée de son rôle. Au contraire, son rôle est autant aliénant qu'émancipateur. Nous ne parlons pas de rôle aliénant de l'école. C'est une catastrophe ce que l'école d'aujourd'hui développe. Et on ferme les yeux, on ne veut pas le voir. La seule chose qui peut nous permettre de sortir de cette impasse, c'est de monter d'un étage, c'est de monter d'un étage pour parler carrément d'une volonté de créer une cité de l'éducation. Voilà, ça c'est le domaine pour lequel je travaille. Maintenant, quant à la résilience, totalement d'accord. L'école du XXe siècle était une école de la résistance. Celle du XIXe, c'était une école de la socialisation. Celle du XXe, c'était une école de l'enseignement. Celle du XXIe siècle, ce n'est plus une école de l'enseignement. C'est-à-dire, le principe du XXIe siècle, c'est qu'il faut permettre à l'enfant d'enseigner à autrui. Si tu veux apprendre, commence par enseigner, tu finiras par apprendre ce que tu veux savoir. Il faut inverser le rôle, il faut changer le modus vivendi. Et l'école du XXIe siècle, c'est effectivement une école de la résilience. C'est clair, tous nous traversons des épreuves, tous nous traversons des fracas, tous nous restons KO debout. Et il n'y a pas seulement que l'école, mais aussi l'entreprise, et aussi les centres culturels, et aussi tous les services médicaux, sportifs, qui doivent nous aider à survivre, à traverser cette existence et de construire un bonheur collectif. Donc, ma proposition, l'école, oui, mais intégrée au service d'une cité de l'éducation. Pardonnez-moi, mais je suis passionné. Bon, voilà, il est déjà 21h28. J'avais juste Michel Jans qui faisait juste une petite réflexion sur le fait que malheureusement que le pacte ne s'attaque pas vraiment aux structures qui génèrent les inégalités. Et elle rebondit un peu sur ce que disait Jean-Sébastien aussi, que du coup on responsabilise à outrance les individus. Et puis il y avait une autre réflexion, ça sera peut-être un point que je ne sais pas, on n'aura pas le temps malheureusement de l'aborder, c'est surtout savoir un peu ce que nous on pense à la paix du développement du bonheur, de la citoyenneté à l'école, qui est une condition sine qua non pour qu'il y ait amour d'apprendre et source d'émancipation. C'est un peu, évidemment, en une minute, je crois que c'est impossible de traiter ce sujet-là. Peut-être renvoyer, c'est une participante, Cécile. Oui. Je ne sais pas, c'est renvoyer au dossier qui doit se trouver sur notre site internet concernant l'école ouverte, hein, parce que moi je crois que cette idée d'école ouverte qui n'est pas neuve. Hein, et le webinaire aussi. Et le webinaire qui avait été fait sur ce sujet, c'est une forme d'école du bonheur, en quelque sorte, parce que c'est une école qui prend tout son sens à un moment donné. Je crois que les enfants qui y viennent, y trouvent du sens et y trouvent du bonheur. Je ne sais pas si je peux conclure. Moi, j'avais encore envie de dire une chose. Effectivement, le système capitaliste qui commandite l'école et qui demande à l'école d'être en adéquation avec ses besoins supposés, ne va pas se faire harakiri de lui-même. Hein? Les forces de changement, ce ne seront pas les capitaines d'industrie, ni les financiers, ni les enfants de la classe moyenne aisée, vraisemblablement, parce qu'ils n'y ont tout simplement aucun intérêt. Donc, si on veut une société démocratique et une école démocratique qui contribue, ce sera une affaire de lutte. Qu'on le veuille ou non, ce sera une affaire de lutte sociale à laquelle devront participer ceux qui souffrent le plus du système actuel, des exploités, des personnes exclues et des progressistes, les progressistes que nous sommes.
Ça va demander de l'engagement, ça va demander de marcher sur des chemins adverses. Il y a pas mal d'enseignants qui expérimentent ce genre de difficultés. Le refus, par exemple, de fonctionner dans l'approche par compétences et d'autres refus peuvent valoir de gros soucis à des profs. Et donc, c'est une lutte, effectivement, qui demande de s'exposer par moments. Et voilà, mais je le répète, comme le disait Jean-Sébastien, nous ne sommes pas les premiers à avoir connu des situations adverses et ça n'a pas empêché de grandes avancées dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Mais je ne vois pas d'autre Jean-Sébastien, un point. petit mot final? Oui, bon, il y aurait évidemment plein de choses à dire. Je veux dire, oui, bon, il s'agit effectivement de ne pas faire peser sur l'école enfin, de lui donner le pouvoir qu'elle n'aurait pas. Mais moi, je reste convaincu que c'est un espace formidable où l'on pourrait et où l'on devrait et où on le fait, je le crois, un espace pour semer des graines de révolution. Voilà. Je pense vraiment expliquer à des élèves que l'écocide que nous sommes en train de subir est direct à une cause qui s'appelle le capitalisme, eh bien ça, c'est former des esprits révolutionnaires. Merci, belle fin. Moi, je finirai peut-être d'abord par vous remercier pour ceux qui restent, pour votre participation à ce webinaire. Rappelez qu'on a 2 prochains webinaires, donc un le 24 février sur l'école numérique et en fait ce sont des webinaires qui sont un peu, j'ai oublié de le dire ça aussi, mais les suites et les prolongements de notre journée d'études qui a eu lieu en novembre dernier. Donc le 24 février sur l'école numérique et sur un peu la leçon de la crise sanitaire et voir un peu comment on essaye d'imposer cette école numérique. Et donc ça, c'est le 24 février. Ça, ce sera fait par moi, celui-là. Et le 24 mars, par Nico. Lui, le sujet, c'est l'école entre compétition et compétences. Et vous pouvez donc vous inscrire via le site Internet. Aussi, on a parlé tout à l'heure, et je crois que ça, c'est vraiment une de nos missions et de nos, vraiment ce qu'on pense profondément, c'est que pour nous, l'école doit être ambitieuse et elle doit évidemment permettre à tout le monde d'apprendre, comme l'a dit Philippe tantôt. Donc, on a en fait un mémorandum qui s'appelle Ambition et Équité et une pétition qui est liée à ce mémorandum. Et donc, si vous le voulez, vous pouvez aller le consulter. Donc là, Philippe en a déjà un peu parlé, a présenté les principaux titres de cette pétition-là. Et vous pouvez signer cette pétition pour nous soutenir. Et si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, vous faire adhérent. Et donc ça, vous pouvez le faire, vous devenez adhérent grâce au site, c'est la partie un peu prosélytisme de notre webinaire. Et vous abonner donc à notre ED aussi, c'est-à-dire notre trimestriel, notre revue qui reprend aussi énormément d'articles et de dossiers. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Merci encore pour votre participation et à tout bientôt alors.